Amis de la phase, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo plutôt pour les débutants qui va justement parler de phase. Alors pourquoi je veux vous parler de phase? Parce que je m'aperçois que c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris, et aussi c'est un mot qui des fois est un petit peu utilisé à tort et à travers, où il apparaît des fois dans certains termes, alors que ça détourne un petit peu de sa notion première. Il y a beaucoup à dire sur cette notion, et je ne vais pas tout faire dans une seule vidéo. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est une première vidéo, et dans cette première vidéo, on va simplement faire deux choses. C'est réexpliquer à quoi ça correspond cette notion de phase, et aussi expliquer pourquoi, généralement, quand on exprime une phase, c'est-à-dire avec une valeur, on l'exprime sous forme d'un angle, généralement en degrés. C'est ce qu'on trouve généralement aussi bien en mesure que dans les générateurs de fonctions. Alors pour expliquer ça, je vais demander à mon pote Tektronix, le générateur, de me faire un signal périodique. Voilà un magnifique signal périodique. Alors c'est quoi un signal périodique? Comme son nom l'indique, c'est un signal qui va se répéter de façon périodique, c'est-à-dire tous les x à l'identique. Ce signal, il peut avoir n'importe quelle forme. En gros, là, on voit que c'est une pattern, d'avoir une sorte d'impulsion comme ça. Mais on constate que, passé une certaine unité de temps, il se répète comme ça à l'infini. Et c'est ça un signal périodique. Ce qu'on appelle la période, c'est justement, en fait, le temps que dure la pattern qui va se répéter. Typiquement, la pattern, c'est ça. Et combien de temps ça dure? Dans mon exemple, là, ça dure 1 milliseconde. C'est-à-dire qu'une fois passé 1 milliseconde, cette pattern-là, elle va se répéter. Donc la période d'un signal s'exprime comme une durée, généralement des secondes ou des sous-multiples quand ça va vite, ici justement les millisecondes, et on peut aussi parler de fréquence. La fréquence et la période, c'est la même chose, mais exprimée de façon différente. La fréquence, c'est l'inverse de la période. La fréquence, c'est combien de fois par seconde un phénomène arrive. Là, on voit que ma période est de 1 milliseconde, il y a 1000 millisecondes dans une seconde, donc ma fréquence, elle est de 1000 Hz. Ou 1 kHz, parce que c'est pareil, là, on va souvent parler en kHz, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que finalement, on voit qu'en électronique, ça va plutôt vite. On utilise souvent des sous-multiples de la seconde, et des multiples de la fréquence, vu que l'un étant l'inverse de l'autre. C'est assez logique. Donc voilà ce que c'est qu'un signal périodique. La notion de phase, ici, ne joue pas, parce qu'on va voir que la notion de phase, c'est quelque chose qui va être relatif. Mais il y a quelque chose déjà qu'on peut voir sur un tel signal, c'est à quel moment, en fait, il commence. De façon un petit peu humaine, on serait tenté de dire, voilà, mon signal, il démarre ici, là. Si par exemple, je mets un curseur, voilà, et que je le déplace, mon curseur, je peux dire, voilà, mon signal, il démarre ici par le début du pic, et il s'arrête, en fait, quand il se répète. Mais c'est complètement arbitraire. Je veux dire, c'est parce que j'ai décidé, comme ça, de façon humaine, de décider qu'il commençait là. Mais imaginons que je me dise, non, moi, mon signal, je veux qu'il commence ici. Il est toujours aussi périodique, ça ne change rien. C'est-à-dire que maintenant, la forme du signal qui se répète, c'est ça. Mais si on regarde derrière comment je le reprends ici, il se répétera toujours à l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un signal périodique, ce qu'on va considérer comme le début du signal est complètement arbitraire. On peut le choisir exactement comme on veut. Alors maintenant, imaginons que je fasse sur un second fil un autre signal identique. Ce que j'ai mis sur la deuxième voie, c'est un signal qui ressemble tout à fait au premier. On voit qu'il a exactement la même forme. Enfin, on pourrait croire qu'il s'est branché sur le même fil, mais en fait non. Je veux dire, c'est simplement deux circuits différents, mais pour l'instant, on va dire qu'ils donnent exactement la même information. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Là, on peut dire que les signaux sont complètement identiques, ils ont la même période, ils ont la même fréquence, enfin, voilà, c'est les mêmes. Mais justement, comme je l'ai montré, je pourrais choisir que le deuxième signal, il commence de façon différente. Par exemple, comme ça. On voit que ce signal, c'est toujours le même, il a la même fréquence et la même période, mais on va dire quelque part, j'ai choisi un début différent. C'est-à-dire que là, par exemple, je choisissais par convention qui démarre ici, et puis celui-là, je vais choisir par convention qui démarre ici. Et on voit bien ici sur l'oscilloscope qu'au moment où je commence l'observation de mon signal, là c'est le point ici trigger, là je choisis que mon signal il démarre ici, et il vit sa vie. L'autre c'est le même, mais il va apparaître avec un certain décalage. Ce décalage, c'est ça qu'on appelle la phase. C'est-à-dire en gros c'est l'écart qu'il va y avoir au niveau du temps entre deux signaux identiques, mais qui apparaissent à des moments différents. On peut potentiellement régler cette phase, c'est ce que je fais, voilà. Exactement, ici, comme je... Quand il n'y a pas d'écart, on dit que les signaux sont en phase, et à tout moment, je peux le décaler. Comment on va l'exprimer, cette phase? Si on regarde bien, à la base, cette notion de phase, c'est aussi une durée. Dans la mesure où, là, je vois par exemple que mon signal là, il apparaît avec un retard sur celui-là. Ce retard, je pourrais très bien le mesurer sous forme d'un temps.
On voit bien que si ici je mets un curseur entre le début ici de ce signal-là et le début de celui-ci, on voit que j'ai 312 microsecondes d'écart entre les deux. Donc, on pourrait être tenté de dire, pour ce signal-là, la phase, ça correspond bien à un délai, donc on pourrait l'exprimer sous forme d'un temps. Il n'y a rien qui empêche de faire ça, mais ça va avoir un gros problème. Le gros problème, c'est quoi? C'est que ce temps, il va aussi être lié à la fréquence. C'est-à-dire que si maintenant, j'augmente là la fréquence de mon signal, à ce moment-là, on voit que l'écart proportionnel entre les deux signaux reste le même, mais ma durée, elle est plus bonne du tout. Voilà. Ça veut dire que si j'exprimais la phase sous forme d'une durée, ça n'aurait de sens que pour une fréquence qui est la même. Dès que je vais changer la fréquence, cette notion de phase, je serais obligé de la redéfinir. Donc, c'est pas très malin de faire ça. On pourrait être tenté de faire une autre approche. Si on regarde bien, le second signal, il peut démarrer n'importe quand par rapport, je veux dire, au début de celui que je considère comme une référence. À ce moment-là, l'idée, ça pourrait être de l'exprimer sous forme d'un rapport. Si par exemple, je fais démarrer le deuxième signal pile au milieu du temps du premier, on pourrait dire qu'il est à 50%. Ça serait donc un petit peu plus malin d'exprimer la phase comme un rapport qui montrerait à quel moment le second signal démarre par rapport à la durée du premier. Alors, on pourrait utiliser la notion de pourcentage, le décibel, pourquoi pas, c'est aussi une unité de rapport. Maintenant ici, c'est plutôt linéaire, donc utiliser un dB, ça n'aurait pas vraiment de sens. Mais on pourrait très bien l'exprimer en pourcentage. Là, l'avantage, si on change la fréquence, on s'en fout, dans la mesure où là, quelle que soit la fréquence, on voit bien que le second signal démarre bien toujours, je veux dire, à 50% de la durée de celui qui sert de référence. Ça serait déjà beaucoup plus malin d'exprimer la phase sous cette forme-là. Mais on va voir que c'est pas la pratique. Quelque part, on l'exprime sous forme d'un pourcentage, mais au lieu de considérer que la valeur du signal de référence va de 0 à 100, on l'exprime comme un angle. Et donc, dans cette optique-là, si par exemple, maintenant, je dis que là, c'est de 0 à 360, là, je démarre au milieu, c'est la moitié, c'est 180 degrés. Par contre, pour ça, on peut se demander, mais pourquoi choisir un angle et donc pas un pourcentage? Je vais utiliser ma petite ardoise magique encore pour vous expliquer ça. Pour comprendre un petit peu ça, on va quand même être obligé de faire un tout petit peu, on va dire, de mathématiques et de théorie, mais on va voir que ça va être quelque chose de très très simple et de très très limité. Ce que je vous ai montré ici, c'est un signal, on va dire, arbitraire. On voit qu'il a une forme, bizarre. Mais il y a un signal qui est, je veux dire, le signal roi de tous les signaux, on va dire, c'est le signal sinusoïdal. Je vous rappelle, c'est un signal qui ressemble en gros à ça. C'est un signal qu'on retrouve, je veux dire, même de façon naturelle, à plein d'endroits. Si vous mettez une masse au bout d'un fil et que vous le faites comme ça osciller, si vous regardez la forme de son oscillation, elle sera sinusoïdale. Un circuit résonant LC, de façon naturelle, oscille de façon sinusoïdale. Et comme je l'ai déjà montré, avec les transformés de Fourier, n'importe quel signal, à la base, est une combinaison de signaux de forme sinusoïdale. C'est quoi exactement un signal sinusoïdal? Pourquoi il a cette forme-là? Et pourquoi il s'appelle même sinusoïdal? Alors pour ça, on va faire un tout petit rappel de trigonométrie. C'est que si on dessine ainsi, de façon très simple, deux axes, X et Y, et que on dessine un cercle, j'essaie de le faire au mieux à la main, je suis pas très doué, centré au niveau de cet axe, et qu'on part par principe que si, voilà, c'est la valeur 1, moins 1, moins 1, 1, ainsi. Une fois qu'on a posé ce truc de base, on peut maintenant tracer une droite positionnée par rapport au centre, qui va faire là un certain angle, appelons-le pourquoi pas alpha, avec ici cet axe horizontal. Et donc, on peut après faire varier cet angle comme on veut. C'est comme si ici j'avais ce truc-là, et puis je le fais varier comme je veux. Qu'est-ce qu'on appelle le sinus? C'est la coordonnée verticale par rapport à cet axe-là, du point d'intersection entre cette droite qui forme un angle ici et le bord du cercle. Donc voilà, si on projette ça ici sur cet axe, la valeur ici du sinus de cet angle-là, c'est cette valeur-là. Alors maintenant, on va faire un truc rigolo, justement. Si maintenant on fait évoluer cette droite, on la fait tourner autour de cet axe, comme ça, et qu'on note les différents points, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va faire l'expérience, on va dire, à la main. C'est-à-dire que là, je commence là, par exemple, avec un angle qui est à 0. Donc, par rapport à la valeur du sinus, on voit qu'elle est égale à 0. Si maintenant, j'ajoute, par exemple, 10 degrés, mon point, voilà, on voit qu'il est ici. Maintenant, je rajoute 10 degrés, il est ici. Je rajoute 10 degrés, il est ici. Je rajoute 10 degrés, enfin bon, vous avez compris, et ainsi de suite. Et si on fait ça, on va s'apercevoir que je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça, jusqu'à ce maximum.
Donc là, je suis à 90 degrés. Une fois que je suis à 90 degrés, qu'est-ce qui se passe? Si je continue à ajouter toujours 10 degrés, on voit que là, pour le coup, la valeur elle rebaisse. Et elle rebaisse de façon, je veux dire, symétrique à ici. Donc on va avoir cette partie-là. Et une fois que je suis arrivé ici, donc à l'opposition, 180 degrés, si je continue, on va avoir exactement la même chose en bas. Et voilà. C'est-à-dire que la projection de ces valeurs-là, au fur et à mesure que mon angle évolue, ici, voilà, c'est l'évolution de mon angle alpha, on retrouve tout à fait cette forme de sinusoïde. C'est de là que ça vient, en fait, ce nom sinusoïdal, parce qu'on l'a extrait de cette notion de sinus. Alors là, on peut comprendre plusieurs choses. Imaginons un dispositif mécanique, donc qui ferait tourner comme ça ce bras, qui ferait un angle. Déjà, on voit que c'est quelque chose qui se répète. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait un tour complet, il revient à la même situation. On voit bien que si ça générait ce tracé-là, si on le devait, il va se répéter à l'infini, et que chaque pattern, ici, ça correspond à un tour complet. Donc à 360 degrés d'évolution de cet angle. On voit aussi que si c'était quelque chose de mécanique, plus il tournerait vite, plus il va générer des sinusoïdes rapidement, et donc plus le temps pour faire un tour va diminuer. Là, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu l'analogie. En fait, c'est que plus ce système ici tourne vite, et plus il va générer des périodes courtes, donc plus il va générer en fait de la haute fréquence. Et de la même façon, si ça, par exemple, c'était lié à un moteur, on pourrait très bien exprimer la vitesse de rotation d'un moteur sous forme aussi d'une fréquence, en disant, voilà, chaque tour fait une période. S'il tourne à 1000 tours par seconde, il tournerait à 1 kHz. C'est vrai qu'on parle plutôt de tours minutes sur les moteurs, enfin bon, on va dire que c'est un petit peu notre histoire. Là, déjà, on commence à comprendre pourquoi on peut exprimer la période, ici comme ça, comme finalement un angle qui va de 0 à 360. Et après, c'est aussi pour ça qu'on peut regarder le décalage. Pourquoi? Parce que là, j'ai choisi par convention que je démarrais avec un angle à 0. Mais si je choisis que maintenant mon signal périodique il démarre ici, on voit que ça change strictement rien. La seule différence, c'est que maintenant, le départ, il est là. C'est-à-dire que on voit bien que l'écart de temps entre cette référence-là qui démarre à 0 et ce signal périodique-là qui démarre à cet endroit-là, on peut l'exprimer sous forme d'un angle. C'est pour ça qu'on choisit ça. Et surtout parce que, comme on va le voir, ça va faciliter les calculs. Alors, justement, c'est quoi la formule qui va donner, justement, cette évolution? Si on regarde, par exemple, la valeur de la tension en fonction du temps, voilà, V, on peut voir qu'à la base, ça dépend du sinus. Donc c'est sinus, en gros, de l'évolution de l'angle dans le temps, donc on va dire ici, du temps. Si on fait variété, par exemple, de seconde en seconde, et qu'on traçait sur un graphique à chaque seconde ce qui se passe, on verra quelque chose qui va ressembler, je veux dire, quand même, globalement à une sinusoïde. Maintenant, il faut bien comprendre que ce qu'attend ici le sinus, c'est un angle. Et cet angle, il faut bien l'exprimer sous unité d'angle, l'exprimer en degrés ou en radians. Donc en fait, chaque tour fait soit 360 degrés, soit 2 pi radians. Donc on pourrait se dire que la fréquence de 1 Hz, ici, U, en effet, ça correspond à quoi? Ça correspond à 1 tour par seconde. Donc si on l'exprimait en degrés pour comprendre, ça serait 360 degrés. 360 fois 1 tour par seconde. À ce moment-là, j'aurais bien là une période ici qui me fera les 360 degrés, donc le tour complet pendant une seconde. Mais si maintenant je vais 10 tours par seconde, ça veut dire que je vais 10 fois plus vite. Donc ma formule, elle devient bien sinus de 1 tour par 10 par seconde. Donc là, en faisant ça, on s'approche de la formule un petit peu universelle qui est, on va dire, la valeur, c'est sinus de 1 tour, et on va voir pourquoi on l'appelle oméga, fois le temps. Souvent on le note comme ça. Et c'est quoi le oméga ici? C'est le nombre de tours par seconde. Et comme souvent on l'exprime en radian, oméga, ça va être égal à 2pi, 2pi radian, ce qui veut dire 1 tour, fois f. Ou si on l'exprime en degrés, 360 fois f fois t. Grâce à ça, on comprend que la formule d'un signal sinusoïdal, donc c'est le sinus d'un tour complet multiplié par la fréquence auquel il tourne, fois le temps. Alors généralement, en plein temps, cet oméga là, on l'appelle la pulsation. En gros, on va dire chaque tour, ça fait une pulsation. Alors maintenant, on a cette formule là, donc je la réécris, donc on a donc U égale sinus oméga t. Et il va quand même nous manquer deux notions importantes. La première notion, c'est que par définition, un sinus, il donne une valeur entre plus 1 et moins 1. Alors, ce qu'on l'a vu, c'était sa définition comme ça. Donc un sinus, ça peut jamais valoir 2 ou autre.
Maintenant, si je veux vraiment exprimer la tension, par exemple la tension du secteur, la tension crête du secteur, c'est de l'ordre de 300 volts. Ça veut dire que si je veux exprimer ici réellement une formule qui me donne la valeur réelle de la tension, eh ben, je vais être obligé de multiplier ça par l'amplitude maximum crête. Si mon signal il fait 100 millivolts par exemple, eh ben, A vaudra 0,1. Donc la formule maintenant elle va venir sous forme de amplitude fois sinus de la pulsation, on va dire le nombre de tours par seconde fois le temps. Ah, ben là je commence à avoir une formule qui commence à vraiment à bien exprimer qu'est-ce que c'est qu'un signal sinusoïdal. Mais il manque encore justement une dernière notion. En faisant ça, par contre, je pars du principe, comme on l'a vu, qui démarrait toujours à 0. Mais potentiellement, je peux le faire démarrer de où je veux. Et c'est pour ça que ma formule, à la fin, elle va devenir à amplitude fois le sinus de oméga t, le nombre de tours par seconde par le temps, plus, souvent on le note avec cette lettre grecque, qui va justement indiquer le déphasage, qui peut valoir, on va dire, de 0 à 360 si on est en degrés, ou de 0 à 2pi si on est en radian, va en fait bien exprimer quel est le moment, en gros, où je considère que c'est le démarrage, en fait, de mon graphique. Donc finalement, cette formule, A égale l'amplitude fois sinus oméga t plus, bon, ou c'est phi, je crois qu'on utilise, comme je ne me rappelle plus, enfin on s'en fout, on prend la lettre qu'on veut. Et cette formule-là, c'est une des formules reines qu'on va utiliser après en électronique, parce que comme j'ai dit, à mesure où on peut ramener à peu près n'importe quelle forme de signal périodique à cette forme-là, ça va permettre après de faire des tas de calculs. Enfin bon, après ça veut dire ça dépasse un petit peu le cadre de cette vidéo. Mais là, je voulais simplement vous montrer dans cette formule eh ben, qu'on avait bien la notion de l'amplitude de l'onde, la notion de fréquence ici de l'onde par la pulsation, hein, le fameux 2πf, et la notion ici de phase qui explique en gros quel est le décalage temporel par rapport à un point d'origine qui dans cette formule-là étant pris comme étant l'angle 0. Pour mettre une petite formule en évidence, eh ben voilà, je vous ai fait rapidement un petit tableau Excel qui va permettre de voir tous ces paramètres de façon très pratique, hein, si vous voulez, enfin voilà, si vous avez un tableur, c'est très facile à faire. L'idée c'est quoi? C'est que j'ai généré ici des intervalles de temps, hein, un petit peu comme un oscilloscope en fait, hein, virtuel, et j'ai généré deux signaux sinusoïdaux avec la possibilité de faire varier les trois paramètres, à savoir amplitude, fréquence et phase. La formule que j'ai utilisée, c'est exactement celle qu'on a trouvée, c'est-à-dire l'amplitude du signal, multiplié par sinus de pulsation, hein, de pi fréquence, fois le temps passé, plus la phase. Sur Excel, pour info, le sinus attend des radians. Donc là, 2πf, c'est bien, je veux dire, en radians. Par contre, comme je pense que c'était plus simple d'indiquer la phase en degrés, et ben voilà, je l'ai converti en radians. L'idée était de visualiser ça sous une forme un petit peu comme un oscilloscope, donc j'ai tout simplement fait un graphique. Donc là, par exemple, si on regarde, le signal B n'a pas d'amplitude. Le bleu, c'est le signal A, le orange, c'est le signal B. Mais si je lui mets ici de l'amplitude, là, il se superpose à l'autre, vu qu'on voit qu'il a exactement les mêmes paramètres. Mais voilà, si j'augmente l'amplitude, eh bien, on voit qu'il devient 2 fois plus grand, et ainsi de suite. Donc là, on voit bien que le fait de modifier l'amplitude ne change absolument donc ni la phase ni la fréquence. Alors ensuite, justement, on va pouvoir modifier la fréquence. Alors pour l'instant, dans cet épisode, on va voir, enfin la notion de phase n'a de sens que si c'est la même fréquence. Il est évident que si je change la fréquence du signal, à ce moment-là, je veux dire, ça n'a plus tellement de sens de parler de phase. On y reviendra dans un prochain épisode. Par contre, maintenant, voilà, si je fais varier la phase, et là, voilà, on voit très très bien que le signal se décale par rapport à l'autre. Pour 0 degré, eh ben voilà, on va dire que les signaux ils sont en phase. Si je fais 90 degrés, voilà, hein, ils sont ce qu'on appelle en quadrature de phase. 180 degrés, ils sont ce qu'on appelle en opposition de phase. On voit bien ici que chaque signal est l'inverse de l'autre. Si on continue à tourner, ils sont toujours en quadrature avec un décalage plus grand. Et 360, ils reviennent en phase. Et après, comme je l'ai expliqué, si je fais 360 et je continue,
Bah, ça revient au même. Après, c'est modulo 360, parce que dans la mesure où, on va dire, on a fait un tour complet. Là, on peut vraiment vérifier et s'amuser un petit peu avec cette formule. Le signal de référence ici bleu, bah voilà, je l'ai fait commencer à 0. C'est un choix tout à fait arbitraire. Si je voulais qu'il commence au maximum ici, il suffirait que dans ma formule, voilà, on voit, je mets 90. On voit bien ici dans cette formule le rôle que joue la phase. Voilà pour cette première vidéo sur ce sujet passionnant qu'est la phase. Vidéo qui, si vous êtes débutant, vous aurez, j'espère, un petit peu appris quelque chose, ou pourquoi pas, si vous êtes moins débutant, rappeler quelques souvenirs. Alors, comme j'ai dit, hein, dans de futures vidéos, je reviendrai un peu sur cette notion, on verra un petit peu comment on peut mesurer à la phase, et aussi un petit peu justement quelques abus et quelques extensions qui sont faites par rapport à cette notion. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce que tu as? Tu te poses une question, c'est quoi ta question? Tu te demandes si une caissière qui quitte son poste, on peut dire qu'elle lâche une caisse? Putain. Toi, on peut dire au moins que t'es en phase avec ta connerie. Allez, là-dessus, que le grand phi vous défasse pas trop, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.